Lorsque Christine Arganson et Billy Nolan furent revenus au cavalier, il était 23h20. Ils montèrent par l'escalier du fond, suivirent le couloir, et alors qu'elle avait à peine allumé la lumière, il fit mine de lui ôter sa blouse. Bon Dieu, laisse-moi au moins me déboutonner. Ah, merde. Brutalement, il tira par derrière la blouse vers le bas. Le tissu se déchira avec un crissement sec. Un bouton sauta et rebondit sur le plancher de bois. Une musique de bastringue leur parvenait faiblement et des vibrations à peine perceptibles se propageaient dans le bâtiment depuis le rez-de-chaussée, où se démenaient pesamment sur la piste de danse paysans des environs, camionneurs, ouvriers, serveuses, garçons coiffeurs, jeunes loulous et leurs minettes de Westover et Livingston. Hé, hey, ta gueule! Il lui asséna une gifle qui la déséquilibra. Les yeux de Christine prirent une expression morne et chargée de menaces. Là, c'est la fin, Billy. Elle s'écarta de lui, les seins cambrés, l'estomac creusé, campée sur ses longues jambes dans son jean moulant, mais elle s'écarta vers le lit. Tu parles, dit-il. Il se jeta sur elle et elle lui décocha un coup de poing d'une force inattendue qui l'atteignit à la joue. Il se redressa et inclina légèrement la tête de côté. Mais tu m'as foutu un marron, salope! Oh, et j'en ai d'autres en réserve. Et comment, ma jolie? Ils se dévisagèrent, l'œil mauvais, la respiration précipitée. Puis il se mit à déboutonner sa chemise, une ébauche de sourire aux lèvres. Ça va chauffer, Charlie, ça va vraiment chauffer. Il l'appelait Charlie chaque fois que sa présence l'excitait. À croire que ce nom-là, se dit-elle avec une pointe d'humour froid, était synonyme pour lui de bonne baiseuse. Elle sentit un sourire lui monter aux lèvres et se détendit un peu. Ce fut alors qu'il lui fouetta le visage de sa chemise lancée à toute volée, puis, cambré en avant, d'un coup de tête dans l'estomac, il la projeta à la renverse sur le lit. Les ressorts grincèrent, elle se mit à lui marteler le dos des deux poings. « Lâche-moi, fous le camp, espèce de salaud, laisse-moi !» Il la regardait en ricanant, et d'un geste rapide et précis, lui arracha sa fermeture éclair, découvrant ses hanches. « Appelle donc ton vieux, grogna-t-il. C'est ça que tu veux, hein? Hein? C'est ça, poulette? Appelle ton bavard de daron, hein? Ça m'aurait bien plu de te faire le coup, tu sais. J'aurais tout renversé sur la cramouille. Tu sais ça, non, hein? Tu le sais? Du sang de cochon pour les cochonnes, pas vrai? En plein sur ta chagate. » Elle avait brusquement cessé de résister. Il s'immobilisa un instant pour la regarder. Elle avait un drôle de sourire. « T'as toujours voulu que ça se passe comme ça, non? Sale petite ordure. C'est bien ça, dis. Espèce de bite molle, pourriture. »« Ça fait rien, on s'en fout, répliqua-t-il entre ses dents. « Mais non, dit-elle, ça fait pas rien. » Son sourire s'effaça, les tendons saillirent à son cou, tandis qu'elle renversait la tête en arrière et elle lui cracha en pleine figure. Ils s'enfoncèrent dans un néant rouge et tourbillonnant. Au rez-de-chaussée, la musique continuait à tonitruer. Plein gaz, pleine gomme, une formation de 5 musiciens avec des chemises de cow-boy pailletées, des jeans couverts de rivets étincelants, la sueur et la brillantine mêlées sur le front, de guitares, percussions, vibraphones et batteries. Personne n'entendit la sirène d'alarme ou la première explosion, ni la seconde. Et quand la conduite de gaz sauta, que la musique s'arrêta, et qu'un type en voiture déboucha sur le parking pour annoncer la nouvelle à grands cris, Chris et Billy étaient endormis. Chris se réveilla brusquement, la pendulette sur la table de nuit disait 1h moins 5, et quelqu'un tambourinait à la porte. « Billy !» vociférait une voix. « Hé, lève-toi, grouille !» Billy remua au fond du lit, se tourna de côté et fit tomber le petit réveil bon marché sur le sol. « Nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» fit-il d'une voix pâteuse, et il se mit sur son séant. Son dos lui faisait mal. Cette garce l'avait lacéré de ses ongles. Il s'en était à peine aperçu sur le moment, mais maintenant, il était bien décidé à la renvoyer chez elle, les jambes en arceaux, histoire de lui montrer qui était le... Il fut frappé par le silence. Le silence. Le cavalier ne fermait jamais avant 2 heures. En fait, il distinguait encore les pulsations de l'enseigne au néon par la petite fenêtre crasseuse, à l'exception des coups frappés à la porte. Il est arrivé quelque chose. La baraque s'était transformée en cimetière. « Billy, t'es là? Hé, Billy !»« Qui c'est ?» chuchota Chris. Ses yeux brillaient, chargés d'inquiétude aux occultations de l'enseigne lumineuse. « C'est Jackie Talbot, » répondit-il d'un ton absent. Puis, élevant la voix, il ajouta. « Quoi? Ouvre-moi, Billy, faut que je te parle. » Billy se leva et, nu comme un ver, se dirigea pesamment vers la porte. Il souleva le vieux crochet métallique et tira la porte à lui. Jackie Talbot s'engouffra dans la pièce. Il avait les yeux hors de la tête et la figure noire de suie. Il était en train de boire un verre avec Steve et Henry quand on leur avait annoncé la nouvelle à minuit moins 10. Ils étaient retournés vers la ville dans la vieille Dodge décapotable d'Henry et avaient vu la conduite de gaz de Jackson Avenue exploser depuis le haut de Brickyard Hill. Quand Jackie avait emprunté la Dodge pour refaire le trajet en sens inverse à minuit et demi, la ville était plongée dans le chaos.
Chamberlain est en train de brûler, dit-il à Billy. Tout ce putain de patelin est en feu. L'école a disparu, le centre aussi. Tout West End est à sauter. Le gaz. Carlin Street est en train de cramer, et il paraît que c'est Carrie White qui a fait le coup. « Oh mon Dieu !» dit Chris. Elle descendit du lit et chercha à tâtons ses vêtements. « Qu'est-ce qui c'est ?»« Ta gueule !» interrompit Billy d'une voix unie. « Ou je te botte le cul. » Il se tourna de nouveau vers Jackie et lui fit signe de continuer. « Ils l'ont vue. Des tas de gens l'ont vue, Billy. Paraît qu'elle est couverte de sang. Elle assistait à ce putain de bal ce soir. Steve et Henry n'ont pas pigé, mais... Billy, est-ce que t'as... Ce sang de cochon, c'était pour... »« Ouais, dit Billy. »« Oh, non !» Jackie recula en trébuchant et prit appui contre l'encadrement de la porte. Son visage avait une teinte jaunâtre sous l'unique ampoule du couloir. « Oh, bon sang, Billy, toute la ville !»« Carrie a bousillé toute la ville ? Carrie White ? Mais tu déconnes !» Il avait parlé d'un ton calme, presque serein. Derrière lui, Chris s'habillait rapidement. « Regarde par la fenêtre !» dit Jackie. Billy s'approcha et regarda. Vers l'est, le ciel rougeoyait sur tout l'horizon. Alors qu'il contemplait ce spectacle, 3 voitures de pompiers passèrent en trombe. À la lumière des lampadaires qui éclairaient le parking du Cavalier, il distingua les noms d'origine sur les véhicules. « Putain de Dieu !» dit-il. « Ils viennent de Brunswick, ces bahuts. »« Brunswick ?» intervint Chris. « Mais c'est à plus de 60 kilomètres, c'est pas possible. » Billy revint vers Jackie Talbot. « Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» Jackie secoua la tête. « Personne ne sait encore. Ça a commencé à l'école. Carrie et Tommy Ross ont été élus rois et reines, et là-dessus, quelqu'un leur a fait tomber 2 seaux de sang sur la tête. Et elle, Carrie, s'est barrée. Après, l'école a pris feu, et paraît que personne n'en est sorti. Ensuite, la station à Moco de Teddy a sauté, et puis cette station mobile dans Summer Street. Sitco, corrigea Billy, c'est une Sitco. Merde, on s'en fout, hurla Jackie. En tout cas, c'était elle. Partout où il est arrivé quelque chose, c'était elle. Et ces seaux, personne de la bande portait des gants. Oh, je m'occuperai de ça, dit Billy. Tu piges pas, Billy. Carrie est... Barre-toi. Allez, barre-toi. Billy, barre-toi ou je te casse la gueule. Jackie recula dans le couloir, l'air renfrogné. Rentre chez toi, parle à personne, je vais m'occuper de tout ça. Ah, très bien, fit Jackie. Ça va, d'accord. Dis donc, Billy, je pensais... Billy lui claqua la porte au nez. Chris aussitôt se jeta contre lui. Billy, qu'est-ce qu'on va faire? Cette garce de Carrie, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va... Billy la gifla à toute volée et elle s'écroula sur le plancher. Chris resta un instant prostrée, silencieuse, hébétée, puis elle enfouit son visage dans ses mains et se mit à sangloter. Billy passa son pantalon, son t-shirt, ses bottes, puis il alla vers le lavabo écorné dans l'angle de la pièce, alluma l'applique murale, se mouilla les cheveux et commença à se peigner, penché en avant pour se regarder dans la vieille glace tavelée. Dans un coin du miroir, il apercevait derrière lui le reflet de la silhouette déformée de Chris Arganson, en train d'étancher le sang de sa lèvre fendue. « Je vais te dire ce qu'on va faire, reprit-il. On va aller en ville et profiter du spectacle. Ensuite, on rentre chacun chez soi. Tu vas dire à ton cher vieux papa qu'on était au Cavalier, en train de boire une bière quand c'est arrivé. Et moi, je vais en dire autant à ma chère vieille maman. Vu ? Billy, tes empreintes, dit-elle d'une voix étouffée, mais nuancée de respect. Leurs empreintes, rectifiqua-t-il. Moi, je portais des gants. Mais ils vont parler, non? Si la police les arrête et les interroge. Bien sûr qu'ils parleront. Ses crans et ses ondulations étaient presque au point. Ils brillaient à la lumière du globe constellé de chiures de mouches, comme des tourbillons au fond d'une eau courante. Son visage était calme, reposé. Le vieux peigne dont il s'était servi était noir de crasse. Son père lui en avait fait cadeau pour ses 11 ans, et il n'y manquait pas une dent. Pas une. Peut-être qu'ils ne retrouveront jamais les sceaux, dit-il. Et puis de toute façon, les empreintes ont dû être effacées par le feu. Enfin, je ne sais pas, moi. Mais si Doyle coffre un type de la bande, je me tire en Californie. Toi, tu feras ce que tu voudras. Tu m'emmènerais avec toi demanda-t-elle. Accroupie par terre, la lèvre boursouflée, elle levait vers lui des yeux implorants. Il sourit. Peut-être, mais il n'en était pas question, plus maintenant. Allez, amène-toi, on va faire un tour en ville. Ils descendirent et traversèrent le dancing vide où les chaises étaient restées en place et les bouteilles de bière sur les tables. Comme ils sortaient par l'issue de secours, Billy déclara « De toute façon, cette boîte-là, j'en ai ma claque. » Ils montèrent dans sa voiture et Billy mit le contact. Comme il allumait les phares, Chris poussa un grand cri, les poings serrés, plaqués aux joues. Billy le ressentit en même temps, quelque chose dans sa tête. Carrie, 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 une présence. Carrie se tenait debout devant eux, à 30 mètres au plus. Les puissants faisceaux des phares l'illuminèrent, terrifiante apparition de films d'horreur en noir et blanc, ruisselante de sang par-dessus les caillots desséchés.
Le manche du couteau se dressait toujours au-dessus de son épaule, et des lambeaux de sa robe étaient couverts de terre et de traces herbeuses. Elle s'était traînée sur presque tout le trajet depuis Carlin Street, défaillante, pour venir détruire ce bouge, ce mauvais lieu, peut-être celui-là même où s'était scellé le destin de sa venue au monde. Oscillant sur elle-même, les bras tendus comme ceux d'un hypnotiseur sur la scène, elle se mit à marcher vers eux d'une démarche dandinante. Ce fut l'affaire d'une fraction de seconde. Billy avait des réflexes rapides et ses réactions furent immédiates. Alors que Chris criait encore, il passa au point mort, embraya la première et écrasa la pédale au plancher. Les pneus de la Chevrolette hurlèrent et la voiture bondit comme un dragon affamé de chair humaine. La silhouette dressée au-delà du pare-brise grossissait rapidement, tandis que sa présence se faisait encore « Carrie, Carrie !» de plus en plus sonore. « Carrie, Carrie !» comme une radio dont s'enfle progressivement le volume. Le temps semblait se refermer autour d'eux comme un cadre, et quoiqu'en mouvement, ils se pétrifièrent un court instant tous les trois. Billy pensait « Carrie, tout comme les chiens, Carrie comme ces saletés de clébards, Carrie, tiens, si ça pouvait être toi !» Et Chris pensait « Carrie, mon Dieu, ne la tue pas, Carrie, je ne voulais pas la tuer, Carrie, Billy, je ne veux pas, Carrie, je ne veux pas voir ça. » Et Carrie pensait vois la roue de la voiture, la roue de la pédale de l'accélérateur, la roue, je vois la roue, ô Seigneur, mon cœur, mon cœur. Et Billy soudain sentit la voiture le trahir, et muet en une créature vivante, lui échapper des mains. La Chevrolette pivota sur elle-même au milieu d'un nuage de fumée, dans le tintamarre des pots d'échappement. Et tout à coup, le flanc du cavalier, fait de lattes de bois grossi, et, ça y est, ils s'écrasèrent dessus à plus de 60 à l'heure, en pleine accélération, et les planches volèrent en éclats avec une détonation sèche. Billy fut projeté en avant et le volant lui défonça la cage thoracique. Chris fut précipité contre le tableau de bord. Le réservoir se fendit en deux et l'essence se mit à couler à l'arrière de la voiture. Un fragment du pot d'échappement tomba dedans et l'essence s'enflamma. Carrie, couchée sur le côté, les yeux fermés, haletait péniblement. Elle avait la poitrine en feu. Elle tenta de ramper à travers le parking sans savoir où elle allait. « Maman, je te demande pardon. Tout a mal tourné. Oh maman, par pitié, j'ai tellement mal. Qu'est-ce que je peux faire ?» Et puis, sans transition, l'indifférence l'envahit. Rien n'avait plus d'importance. Si elle pouvait seulement se retourner sur le dos et voir les étoiles, se retourner, regarder une seule fois le ciel et mourir. Et c'est ainsi que Sue la découvrit à 2 heures. Lorsque le shérif Doyle la laissa, Sue s'éloigna à pied, puis alla s'asseoir sur les marches de la laverie automatique. Ses yeux se fixèrent sur le ciel embrasé sans le voir. Tommy était mort. Elle savait que c'était vrai et acceptait cette mort avec une résignation qui l'effrayait elle-même. Et c'était Carrie qui l'avait tué. Elle ne savait pas trop d'où lui venait cette conviction, mais c'était une certitude aussi absolue et évidente que l'arithmétique. Le temps passait. Quelle importance? Macbeth a tué le sommeil et Carrie a tué le temps. Pas mal. Un bon mot. Sue esquissa un sourire douloureux. Est-ce donc la fin de notre héroïne, 16 printemps? Plus besoin de s'inquiéter du country club et des beaux quartiers, plus jamais. Fini, anéanti par le feu. Quelqu'un passa en courant, balbutiant que Carlin Street était en feu. Et après, Tommy était parti, et Carrie était retournée chez elle pour tuer sa mère. Elle se redressa brusquement, assise sur la marche, scrutant l'obscurité. Elle ignorait comment elle pouvait le savoir. Cette impression était sans rapport avec tout ce qu'elle avait pu lire sur la télépathie. Aucune image n'apparaissait sur l'écran de sa pensée, aucun éclair fulgurant de révélation. Ce seul pouvoir prosaïque, comme on sait que l'été suit le printemps, que le cancer peut vous tuer, que la mère de Carrie était déjà morte, que... Son cœur se souleva dans sa poitrine. Morte? Comment pouvait-elle l'affirmer? À quoi rimait ce genre de conviction qui ne se fondait sur rien? Oui, Margaret White était morte, de quelque chose au cœur, mais elle avait poignardé Carrie. Carrie était gravement blessée, elle était... Puis le silence se fit en elle. Elle se releva et courut à la voiture de sa mère. 10 minutes plus tard, elle se garait au coin de Branch et Carlin Street, qui était en feu. Aucune voiture de pompiers n'était encore sur place pour combattre l'incendie, mais des rouleaux de barbelés barraient les 2 extrémités de la rue et des espèces de fanaux à huile fumeux éclairaient une pancarte disant « Danger, courant haute tension ». Sue traversa 2 arrière-cours et se fraya un passage à travers une haie vive, s'égratignant aux courtes ramilles qui la hérissaient. Elle se retrouva dans le jardinet contigu à celui des White et franchit la ligne de séparation. La maison était en feu, les flammes jaillissaient du toit. Il était hors de question de s'approcher pour voir de plus près.
Mais à la lueur puissante du brasier, elle remarqua la trace sanglante laissée par Carrie. Marchant courbée, elle s'efforça de la suivre de tache sombre en tache sombre, de flaque en flaque où Carrie s'était arrêtée pour reprendre des forces. Elle traversa une autre haie, une cour donnant sur Willow Street, un bosquet de pins et de chênes. Au-delà, un bout de chemin non goudronné, à peine un sentier, serpentait jusqu'au sommet d'une hauteur voisine et s'éloignant de la route 6. Là, elle s'arrêta, brusquement tenaillée d'un doute lancinant. Et si elle la retrouvait, que pouvait-elle craindre? Une défaillance cardiaque? D'être brûlée vive? Obligée de marcher vers une voiture fonçant droit sur elle? Elle en connaissait assez sur Carrie pour la croire capable de toutes ces initiatives. Trouver un policier. Elle eut un petit rire bref à cette idée et s'assit dans l'herbe humide de rosée. Elle avait déjà trouvé un policier, et même en supposant qu'Otis Doyle l'ait cru, quoi de plus? Elle imagina une meute d'hommes résolus à tout, traquant Carrie, la cernant, exigeant d'elle de leur livrer ses armes et de se rendre. Carrie lève les mains et ôte sa tête de ses épaules, puis elle l'attend au shérif Doyle, qui la place solennellement au fond d'un panier d'osier avec l'étiquette « Preuve numéro 1 ». Et Tommy est mort. Eh oui, eh oui. Elle se mit à pleurer, les mains plaquées sur son visage, secoué de sanglots étouffés. Une brise légère soufflait dans les buissons de genévrier au sommet de la colline. Des voitures de pompiers filaient dans le ululement de leurs sirènes sur la route numéro 6, comme d'énormes lévriers rouges. La ville va être rasée par le feu. Et après? Elle resta assise, là, continuant à pleurer, plongée dans une sorte d'engourdissement discontinu, indifférente au passage du temps. Elle ne se rendait même pas compte qu'elle suivait le chemin sur lequel s'était traînée Carrie en direction du cavalier, pas plus qu'elle n'avait conscience du rythme de sa respiration. Soudain, elle pressentit que Carrie, très grièvement blessée, n'avait réussi à progresser que grâce à une volonté inflexible. Le cavalier était encore distant de près de 5 kilomètres, en partie à travers champs, selon l'itinéraire de Carrie. Puis vit, imagina, enfin peu importait, Carrie tombait dans un ruisseau et se hissait sur la rive, ruisselante, glacée, frissonnante. C'était incroyable qu'elle puisse encore tenir debout. Mais bien sûr, c'était pour sa maman. Maman voulait qu'elle soit l'épée flamboyante de l'ange exterminateur, qu'elle détruise... Elle va détruire cela aussi. Elle se leva et se mit à courir maladroitement. Ne se souciant plus de rechercher les traces de sang, elle n'avait plus besoin de les suivre. Extrait de L'ombre dissipée, pages 164-165. Quoi que nous puissions aujourd'hui penser de l'affaire Carrie White, elle est close. Il est grand temps de se tourner vers l'avenir. Comme le doyen McGuffin le fait remarquer dans son excellent article du Science Yearbook, si nous refusons d'adopter cette attitude, nous risquons de le payer fort cher. Un épineux problème moral se pose ici. Selon les résultats de leurs travaux, les chercheurs ont bon espoir d'isoler totalement le gène TK à brève échéance. Il est plus ou moins entendu dans les milieux scientifiques, voir par exemple le texte de Burke et Hangan, étude concernant l'isolement du gène TK en relation avec l'établissement des paramètres de contrôle, paru dans Microbiologie annuelle, Berkeley, en 1982. Qu'une fois les procédés d'analyse mis au point, tous les enfants ayant atteint l'âge de la scolarité seraient soumis à un test de contrôle aussi routinier que la QT-réaction telle qu'elle est aujourd'hui pratiquée. Toutefois, le TK n'est pas un virus. Il est aussi indissolublement lié à l'individu qui le possède que la couleur de ses yeux. Si le don de TK se déclare ouvertement à la période de la puberté, et si ce test hypothétique est appliqué à des enfants dès leur entrée à l'école primaire, nous serons nécessairement mis en garde. Mais dans ce cas, la mise en garde implique-t-elle la neutralisation? Si le test TK se révèle positif, un enfant peut-il être traité ou isolé? Si le TK donne des résultats positifs, le seul traitement applicable est une balle dans la tête? Et comment est-il possible d'isoler un sujet susceptible d'abattre par sa seule volonté les murs qui l'entourent? En admettant même que l'isolement soit réalisable, le peuple américain admettra-t-il qu'une petite fille soit arrachée à ses parents au premier signe de puberté pour être enfermée dans la salle des coffres d'une banque durant le reste de son existence? Je me permets d'en douter. En particulier si l'on songe aux soins apportés à la commission White à persuader le grand public que la nuit de cauchemar de Chamberlain n'a été que le fruit d'un hasard malheureux. En vérité, il semble que nous soyons ainsi ramenés à notre point de départ. Extrait de la déposition sous serment de Susan Snell, recueillie devant la commission d'enquête du Maine. Voyons, Miss Snell, la commission souhaiterait revenir sur vos déclarations concernant votre rencontre supposée avec Carrie White sur le parking du Cavalier. Pourquoi persistez-vous à me poser toujours les mêmes questions? Je vous ai déjà parlé 2 fois à ce sujet.
Nous voulons nous assurer de l'exactitude et de la véracité de votre témoignage à tous. Vous voulez me prendre en flagrant délit de mensonge. Reconnaissez-le donc. Vous croyez que je ne dis pas la vérité? Vous dites que vous avez découvert Carrie à... Voulez-vous me répondre? À approximativement 2 heures du matin, le 28 mai. Je ne répondrai plus à aucune de vos questions, avant que vous ayez vous-même répondu à celle que je viens de vous poser. Miss Snell, cette juridiction est habilitée à vous citer pour entrave à l'action de la justice. Si vous refusez de vous soumettre aux lois constitutionnelles, ce que vous pouvez faire ou non m'est bien égal. J'ai perdu un être que j'aimais. Jetez-moi en prison si ça vous chante, je m'en fiche. Et allez au diable, allez tous au diable. Vous essayez de... je ne sais pas, me crucifier ou quoi. Laissez-moi en paix, c'est tout ce que je demande. Miss Snell, êtes-vous disposée à poursuivre votre déposition? Oui, mais je n'accepterai pas d'être malmené, monsieur le président. Naturellement, Miss Snell. Personne ne veut vous malmener. Maintenant, vous déclarez bien avoir découvert Carrie White dans le parking de cette taverne vers 2 heures du matin. Est-ce exact? Oui. Saviez-vous l'heure? Je portais la montre que vous voyez aujourd'hui à mon poignet. Très bien. Le cavalier ne se trouve-t-il pas à près de 10 kilomètres de l'endroit où vous aviez laissé la voiture de votre mère? Par la route, oui, peut-être, mais en ligne droite, ce n'est pas à plus de 5 kilomètres. Et vous avez franchi cette distance à pied? Oui. Voyons, vous avez déclaré plus tôt que vous saviez que vous vous rapprochiez de Carrie. Pouvez-vous nous expliquer cette réponse? Non. Reconnaissiez-vous son odeur? Quoi? Est-ce votre flair qui vous a mis sur sa trace? Mais est-ce que vous vous moquez de moi? Répondez à la question, je vous prie. Non, je ne l'ai pas suivi à l'odeur. Pouviez-vous la voir? Non. L'entendre? Non. Alors comment pouviez-vous savoir qu'elle était là-bas? Et comment Tom Killan le savait-il? Et Cora Simard? Et le pauvre Vic Mounet? Comment pouvaient-ils le savoir tous? Répondez à la question qui vous est posée, Miss. Les circonstances et le lieu sont mal choisis pour faire preuve d'impertinence. Mais ils ont bien déclaré qu'ils savaient, sans plus, non? J'ai lu le témoignage de Miss Simard dans le journal. Et les bornes d'incendie qui s'ouvraient spontanément, et les pompes à essence qui se déverrouillaient et se mettaient à couler d'elles-mêmes, les lignes électriques qui tombaient toutes seules du haut des poteaux, et... Miss Snell, je vous en prie. Tous ces faits sont consignés dans les comptes rendus de la commission. Miss Snell, ceci est hors du sujet qui nous occupe en ce moment. Alors, où est le sujet? Êtes-vous à la recherche de la vérité ou simplement d'un bouc émissaire? Vous niez avoir su préalablement où se trouvait Carrie White? Bien sûr que je le nie, c'est une idée absurde. Vraiment? Et pourquoi est-elle absurde? Écoutez, si vous essayez de suggérer l'existence d'une sorte de complot, c'est absurde, parce que Carrie était mourante quand je l'ai trouvée. Ça n'aurait pas été une façon facile de mourir. Si vous ne saviez pas en quel lieu elle était, comment vous y êtes-vous rendu directement? Oh, vous êtes trop bête. Vous n'avez donc rien écouté de ce qui a été dit ici? Tout le monde savait que c'était Carrie. N'importe qui aurait pu la retrouver en se concentrant. Mais précisément, c'est vous, seul, qui l'avez retrouvée. Pouvez-vous nous dire pourquoi les gens ne sont pas arrivés en foule de tous les côtés, comme la limaille de fer est attirée par l'aimant? Elle s'affaiblissait rapidement. Peut-être sa zone d'influence se rétrécissait-elle? Vous admettez, je pense, que cette supposition ne se fonde sur rien de précis. Oui, naturellement. Pour tout ce qui touche à Carrie White, nous en sommes tous là, non? Comme vous voudrez, Miss Snell. Maintenant, si nous pouvions considérer... Tout d'abord, en gravissant le talus entre les prés de Henry Drain et le parking du Cavalier, elle pensa que Carrie était morte. Affaissée en lisière du parking, bizarrement recroquevillée sur elle-même, Carrie donnait l'impression de s'être ratatinée, rabougrie. Elle rappelait à Sue ces bêtes sauvages qu'elle avait vues sur la route 95, bécasses, hérissons, skunks, écrasés par les camions lancés à pleine vitesse. Mais elle sentait toujours en elle cette présence, cette vibration obstinée qui projetait le silencieux message de Carrie, l'expression de son essence même, une transmission assourdie maintenant, dénuée de toute stridence, mais animée d'oscillations régulières, inconscientes. Sue enjamba le muret qui bordait le parking, sentit sur son visage la chaleur intense du feu. Le cavalier construit en bois était dévoré par les flammes. À droite de la porte de service, la carcasse calcinée d'une voiture achevait de brûler. Là aussi, Carrie était intervenue. Elle ne s'approcha pas pour voir s'il y avait eu des passagers à l'intérieur. Ce n'était plus la peine. Elle alla vers Carrie, incapable d'entendre ses propres pas dans les crépitements furieux du brasier. Elle se pencha sur le corps inerte, prostré, avec une amertume mêlée de commisération. Le manche du couteau était toujours cruellement planté dans son épaule,
et elle gisait dans une mare de sang. Un filet sanglant lui coulait aussi de la bouche. Elle donnait l'impression d'avoir essayé de se retourner avant de sombrer dans le néant. Douée du pouvoir d'allumer des incendies, d'arracher des câbles électriques, de tuer par la seule concentration de son esprit, et couchée, là, incapable de changer de position. Su s'agenouilla, la prit par un bras et son épaule indemne, et l'allongea doucement sur le dos. Carrie émit un gémissement sourd, et ses paupières battirent. La perception interne qu'en avait Su se précisa comme peut se dessiner avec netteté dans la tête un visage évoqué « Qui est là ?» Et Su, spontanément, répondit de la même façon « Moi, Su Snell ». Mais elle n'avait pas besoin de prononcer son nom. La communication s'établissait entre elles sans image ni mots, et soudain une vague de compassion l'envahit, tandis que lui parvenait de très loin le murmure d'un reproche. « Tu m'as trahi, vous m'avez tous trahi. Carrie, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Et Tommy, vous m'avez trahi, voilà ce qui s'est passé. Trahi, trahi, trahi. » Une émotion indescriptible la bouleversait. Le sang, la désolation, la terreur, la dernière sale blague d'une longue série de sales blagues. Elle défilait dans l'esprit dessus à une allure vertigineuse et sous un éclairage impitoyable qui la terrassait. Elle partageait totalement un savoir épouvantable. « Carrie, non, non, ne me fais pas mal. » Maintenant, les filles jetaient des serviettes hygiéniques, chantaient, criaient, s'esclaffaient. Su voyait en pensée le reflet de son visage, hideux, caricatural, réduit à une énorme bouche d'une beauté féroce. Pense à toutes ces sales blagues, ma vie entière une sale blague, d'un bout à l'autre. Regarde, Carrie, regarde-moi. Et Carrie regarda. Ce fut pour Su une sensation terrifiante. Sa tête et son système nerveux étaient devenus une bibliothèque. Dans l'affolement, un être la parcourait en tous sens, effleurant du bout des doigts les étagères couvertes de livres, en sortant quelques-uns qu'elle parcourait avec fébrilité, les remettant en place, faisant tomber certains, laissant les pages volter follement. Aperçu fugitif, ça, c'est moi petite. Je le déteste, papa. Oh, maman, les grosses lèvres, les dents Bobby, m'a poussé. Oh, mon genou veut monter dans la voiture. On va voir tante Cécile, maman. Viens vite, j'ai fait pipi. Dans le vent du souvenir, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle atteignît enfin une étagère marquée « Tommy », avec en sous-titre « Bal de printemps ». Livres feuilletés, expériences survolées, notes marginales dans tous ces hiéroglyphes de l'émotion, plus complexes que ceux de la pierre de Rosette. Continuant à chercher, découvrant plus que Su en personne ne le soupçonnait, amour pour Tommy, jalousie, égoïsme, besoin de le soumettre à sa volonté, de l'obliger à accompagner Carrie, dégoût pour Carrie elle-même. Elle pourrait bien essayer de s'arranger un peu mieux, elle a vraiment l'air d'un crapaud. Haine à l'égard de Miss Desjardins, à l'égard d'elle-même. Mais pas de mauvaises intentions à arrêter vis-à-vis de Carrie. Aucun plan pour la ridiculiser devant les autres. L'impression cuisante d'être violée dans ses plus secrets réduits commença à s'estomper. Elle sentit Carrie se retirer, affaiblie, épuisée. « Pourquoi ne m'as-tu pas laissé tranquille ? Carrie, Maman serait vivante. J'ai tué ma maman, je la veux. J'ai mal à ma poitrine. Me fait mal, mon épaule, je veux ma maman. Carrie !» Et il lui était impossible d'achever sa pensée dénuée de tout élément pour la compléter. Une terreur subite envahit Su, d'autant plus angoissante qu'elle ne pouvait l'attribuer à rien de précis. Ce monstre qui se vidait de son sang sur l'asphalte taché d'huile, insupportable à voir dans son agonie, avait perdu tout son sens pour elle. « Maman, j'ai peur. Maman !» Su s'efforça de dégager, de libérer son esprit, de laisser au moins Carrie seule en tête-à-tête avec elle-même dans la mort, mais elle n'y parvenait pas. Elle se sentait mourir elle-même et ne voulait pas assister à cette répétition de sa propre fin. « Carrie, laisse-moi !»« Maman ? Maman ?» Le cri mental de Carrie atteignit en crescendo un degré d'intensité incroyable, puis brusquement s'éteignit. Un instant, Su eut l'impression qu'elle regardait la flamme d'une bougie disparaître au fond d'un tunnel sans fin, à une allure vertigineuse. « Elle va mourir, oh mon Dieu, je sens qu'elle meurt !» Et puis la lumière s'effaça avec la dernière pensée consciente. « Maman, je te demande pardon. » Et Su ne perçut plus que la fréquence inepte et mécanique des terminaisons nerveuses qui allaient mettre des heures à mourir. Elle s'éloigna d'une démarche vacillante, les bras tendus en avant comme une aveugle vers le fond du parking. Elle trébucha contre le muret à hauteur du genou et dévala le remblai de l'autre côté. Elle se remit sur pied et partit à travers les champs parmi lesquels flottaient des effilochures de brume d'un blanc mystique. Partout s'élevait le crissement continu des criquets et un engoulevent, l'engoulevent chante pour les mourants, lança son appel dans le calme absolu du petit matin.
Sue se mit à courir, respirant profondément, à courir pour échapper à Tommy, aux incendies, aux explosions, à Carrie, mais surtout à l'horreur finale, à cette dernière pensée engloutie dans le noir tunnel de l'éternité et suivie par un bourdonnement électrique sans âme. Les contours de la dernière image commencèrent à s'effacer comme à regret dans son esprit, n'y laissant qu'une obscurité fraîche et apaisante. Elle ralentit le pas, s'arrêta, et sentit que quelque chose lui arrivait. Immobile, au milieu du vaste pré nappé de brouillard, elle attendit. Son souffle précipité se calma peu à peu, puis brusquement, elle étouffa un cri comme si elle s'était piquée sur une épine. Et ce cri, un instant refoulé, monta soudain et s'amplifia en un long hurlement désespéré, tandis qu'elle sentait, le long de ses cuisses, le lent écoulement du sombre flux menstruel. Telex de l'Associated Press, vendredi 5 juin 1979. Chamberlain, Maine. Selon les rapports officiels, le nombre des morts à Chamberlain s'élève à 409, plus 49 disparus. L'enquête concernant Carrietta White et le prétendu phénomène de TK se poursuit. Selon des rumeurs persistantes, une autopsie de Carrie White a révélé des formations anormales dans le cerveau et le cervelet du sujet. Le gouverneur de l'État a demandé la constitution d'une commission spéciale pour faire toute la lumière sur cette tragédie. Extrait de The Livingston Daily Sun, dimanche 7 septembre. Le lourd héritage du TK, terre et cœur brûlés. Chamberlain. Le bal de printemps de l'école Ewen appartient maintenant à l'histoire. Les grands sages nous ont toujours répété au cours des siècles que le temps cicatrisait toutes les blessures, mais celle qu'a reçue cette petite cité de l'ouest du Maine risque d'être mortelle. Le quartier résidentiel situé dans l'East Side de la ville est intact au milieu des chênes qui l'ombragent depuis des siècles. Les élégantes maisons de style colonial ou western de Maureen Street et Brickyard Hills, intactes, ont gardé tout leur charme. Mais ce décor évocateur d'une nouvelle Angleterre pastorale côtoie un enfer de ruines calcinées, et sur les pelouses d'un grand nombre de ces demeures gracieuses se dressent des pancartes portant les mots « à vendre ». Et sur les portes de celles qui sont encore occupées sont accrochées des couronnes mortuaires. Les fourgonnettes Allied jaune vif et les remorques oranges U-Haul de dimensions variées des déménageurs sont un spectacle courant aujourd'hui dans les rues de Chamberlain. Les bâtiments des tissages de Chamberlain, qui représentent l'industrie principale de la ville, n'ont pas été touchés par le feu qui a ravagé la plus grande partie de l'agglomération pendant ces tragiques journées de mai. Mais l'usine ne fonctionne plus qu'au ralenti depuis le 4 juin, et selon le directeur de la firme, William Chambliss, de nouvelles défections dans le personnel sont pratiquement inéluctables. Notre volume de commandes n'a pas changé, a déclaré M. Chambliss, mais on ne peut pas faire fonctionner une fabrique sans ouvriers. 34 d'entre eux m'ont quitté depuis le 15 août. Je ne vois actuellement qu'une solution à cette difficile situation, fermer nos ateliers de teinturerie et faire exécuter le travail à l'extérieur. C'est à contre-cœur que nous nous séparerions de certains de nos ouvriers, mais la survie de notre entreprise est à ce prix. Roger Fearon habite Chamberlain depuis 22 ans et travaille à l'usine depuis 18 ans. Durant cette longue période, il s'est élevé de l'emploi de magasinier, à 73 cents de l'heure, à celui de contremaître à la teinturerie. Et pourtant, il semble fort peu affecté par la perspective de quitter son travail. « Je perdrai un très bon salaire, pas d'erreur, » a dit Fearon. « Ce n'est pas une chose qu'on prend à la légère. Ma femme et moi, on en a discuté. On pourrait vendre la maison, elle vaut facilement 20 000 $. Et bien que nous puissions pas en tirer la moitié, ça ne nous fera pas changer d'avis. Tant pis, nous ne voulons plus vivre ici. Appelez ça comme vous voudrez, mais pour nous, Chamberlain, c'est barré. » Fearon n'est pas le seul dans ce cas. Henry Kelly, propriétaire d'un débit de tabac et d'un stand de rafraîchissement, appelé le comptoir Kelly jusqu'à l'anéantissement de son local par l'incendie, ne manifeste aucune intention de le reconstruire. « Ces gosses ont disparu, dit-il. Si j'ouvre de nouveau, il y aura trop de fantômes dans tous les coins. Je vais toucher la prime d'assurance et prendre ma retraite à Saint-Pétersbourg. » Une semaine après que la tornade de 1954 eut accompli son œuvre de la mort et de destruction dans la ville de Worcester, l'air retentissait de coups de marteau. Il y flottait une odeur de bois neuf et chacun rivalisait de courage et d'optimisme. Rien d'un tel climat à Chamberlain cet automne. L'artère principale a été entièrement dégagée de tous les décombres qui s'y amassaient, mais les travaux se sont limités à ce déblaiement. Sur les visages des passants que l'on croise dans les rues se lit un morne désespoir. Les hommes boivent leur bière sans échanger une parole au bar de Franck, à l'angle de Sullivan Street, et les femmes échangent des confidences désolées dans leur arrière-cour et leur jardinet. Chamberlain a été déclarée zone sinistrée, et les fonds nécessaires ont été rassemblés pour faire renaître la ville de ses cendres et commencer à reconstruire le quartier commerçant. Mais ce sont avant tout les cérémonies funèbres qui ont occupé les habitants de Chamberlain au cours des 4 derniers mois.
Le chiffre officiel des morts est aujourd'hui de 440, auxquels s'ajoutent 18 disparus. Et 67 des victimes étaient étudiants de l'école d'Ewen en dernière année d'études. C'est peut-être cela, plus que toute autre chose, qui a causé ce marasme profond auquel ne peut s'arracher Chamberlain. Les obsèques collectives ont été célébrées les 1er et 2 juin au cours de 3 offices religieux. Un hommage aux victimes de la catastrophe a été rendu sur la grande place de la ville le 3 juin. C'était la cérémonie la plus émouvante à laquelle j'ai jamais assisté en tant que reporter. Les assistants se comptaient par milliers et l'assemblée entière a observé un profond silence lorsque l'orchestre de l'école, réduit à 40 exécutants sur les 56 qu'il comportait, a joué l'hymne traditionnel de l'école. La semaine suivante, la remise des diplômes a eu lieu à la Moton Academy. Cette cérémonie, au cours de laquelle il ne restait que 52 étudiants à couronner, s'est déroulée dans un climat de profonde affliction. Le major de la promotion, Henry Stample, a fondu en larmes en prononçant son discours qu'il a été incapable de poursuivre. Aucune soirée de réjouissance n'a suivi. Après avoir reçu leur diplôme, les étudiants sont simplement rentrés chez eux. Et cependant, tandis que s'écoulaient les mois d'été, les convois funèbres ont continué à sillonner la ville au fur et à mesure de la découverte de nouveaux cadavres. Pour certains habitants, il semblait que chaque jour une cicatrice se rouvrait, une plaie à peine guérie se remettait à saigner. Si vous êtes de ceux que la curiosité a pu pousser à se rendre à Chamberlain la semaine dernière, vous avez vu une ville qui souffre d'un cancer incurable de l'esprit. Quelques personnes déambulent comme des âmes en peine parmi les rayons du Grand Bazar. L'église de la congrégation de Carlin Street a disparu, anéantie par le feu, mais l'église catholique est toujours debout dans Elm Street et la jolie église méthodiste au bout de Main Street, bien que touchée par les flammes, n'a pas subi de réels dommages. Toutefois, les vieux se rassemblent toujours sur les bancs du jardin, devant le tribunal, mais ils ne sortent guère leurs échiquiers et n'échangent que de rares paroles. L'impression générale est celle d'une cité qui attend de mourir. Ce n'est pas assez de craindre aujourd'hui que la petite ville de Chamberlain ne soit plus jamais la même. Il serait plus proche de la vérité de dire que Chamberlain a pratiquement cessé d'exister. Extrait d'une lettre datée du 9 juin, adressée par le directeur Henry Grail à Peter Philpott, inspecteur général de l'enseignement. J'estime donc ne plus pouvoir poursuivre mon activité à la tête de cet établissement, convaincu qu'une pareille tragédie aurait pu être évitée si j'avais su prendre plus clairement conscience de la situation qui lui a donné naissance. Je vous demande en conséquence de bien vouloir accepter ma démission, effective à partir du 1er juillet, si l'administration n'y voit pas d'objection. Extrait d'une lettre datée du 11 juin et adressée par Rita Desjardins, monitrice d'éducation physique, au proviseur Henry Grail. Et je joins à la présente lettre mon contrat d'engagement. Je préférerais mettre fin à mes jours plutôt que d'enseigner à nouveau. Chaque nuit, une pensée ne cesse de m'obséder. Si seulement j'avais tenté de comprendre cette fille. Si seulement, si seulement. Trouvé sur la pelouse contiguë à l'emplacement où se trouvait le bungalow de la famille White, une pancarte avec l'inscription suivante. Carrie White expie ses péchés dans les flammes de l'enfer. Le Seigneur est infaillible. Extrait de la télékinésie, analyse d'un phénomène et de ses conséquences. Par le doyen McGuffin. En conclusion, je souhaiterais attirer l'attention sur les risques sérieux que prennent les autorités en étouffant l'affaire Carrie White sous le couvert de l'appareil bureaucratique. Et je fais ici allusion de façon précise à la commission White, à la tendance manifestée par les responsables politiques de considérer le problème TK comme un phénomène destiné à ne jamais se répéter. Et si cette attitude est bien compréhensible, elle n'en est pas moins inacceptable. Les possibilités de récurrence au niveau de la génétique sont de 99%. Il est donc urgent de prendre des mesures. Extrait d'un glossaire des termes argotiques d'un guilde des parents, par John Combs. Foutre la carie. Déchaîner soit la violence, soit la destruction, provoquer de graves désordres, causer un incendie volontaire. Extrait de l'ombre dissipée, page 201. Il a déjà été fait allusion au cours de cet ouvrage à une page d'un des cahiers du journal scolaire de Carrie White où se trouve répétée comme une litanie désespérée une phrase d'une chanson d'un célèbre chanteur rock des années 60, Bob Dylan. Il ne paraît pas illogique de conclure cette étude avec un passage d'une autre chanson de Bob Dylan qui pourrait servir d'épitaphe à Carrie White. J'aimerais pour toi faire une chanson simple, ma douce amie, qui t'arracherait à la déraison, qui t'apaiserait et mettrait un terme au savoir stérile qui mine ta vie. Extrait de Je m'appelle Susan Snell, page 98. Ce petit livre est maintenant achevé.
J'espère qu'il se fendra suffisamment pour me permettre d'aller me réfugier quelque part où personne ne me connaîtra. Je veux réfléchir à tout ce qui s'est passé, décider de ce que je vais faire, jusqu'au moment où ma petite lumière, à son tour, s'enfoncera à jamais dans ce long tunnel obscur qui n'a pas de fin. Extrait des conclusions de la commission d'enquête de l'État du Maine sur les événements des 27 et 28 mai à Chamberlain, Maine. Ainsi, nous sommes amenés à conclure que, si l'autopsie pratiquée sur le sujet révèle certaines modifications cellulaires susceptibles d'indiquer la présence d'un éventuel pouvoir paranormal, il n'y a aucunement lieu de croire à la possibilité d'une récurrence du phénomène considéré. Extrait d'une lettre datée du 3 mai 1988, adressée par Amelia Jenks, demeurant à Royal Knob dans le Tennessee, à Sandra Jenks, demeurant à Macon en Géorgie. Et ta petite nièce qui pousse comme un champignon est déjà incroyablement grande pour ses 2 ans. Elle a les yeux bleus de son papa et mes cheveux blonds, mais ils deviendront sans doute bruns. En tout cas, elle est très jolie, et j'ai quelquefois l'impression, quand elle dort, qu'elle ressemble à notre maman. L'autre jour, pendant qu'elle jouait dans la cour près de la maison, je suis allé jeter un coup d'œil et j'ai vu une chose très drôle. Annie jouait avec les billes de son frère, seulement les billes roulaient toutes seules. Annie riait comme une folle, mais moi ça m'a fait un peu peur. Il y avait des billes qui avaient l'air de danser sans qu'elle les touche. Ça m'a rappelé la mémé. Tu te rappelles quand la police est venue chercher Peter et que leur pistolet leur a sauté des mains et la mémé qui rigolait, qui rigolait. Et puis elle faisait aussi balancer son fauteuil, même quand elle n'était pas assise dedans. Je me suis fait du souci en y repensant. Pourvu qu'elle ait pas des palpitations comme en avait la mémé, tu te souviens? Enfin, faut que j'aille faire ma lessive. Alors embrasse bien Rich pour moi et envoie-nous d'autres photos quand tu pourras. N'empêche que notre petite Annie est bien jolie et que ses yeux brillent comme des étoiles. Je parie qu'un jour, elle fera parler d'elle dans le monde entier. Avec toute ma tendresse, Mélia. Si l'écoute de cette histoire vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce en l'air sera toujours le bienvenu, ainsi qu'un commentaire. Merci.